Ma rencontre avec la littérature s'est faite à travers d'autres gens, d'autres écrivains comme René Philoctète, Jean-Claude Fignolet. En fait, j'ai quasiment grandi avec ces gens-là et j'ai découvert Marquez très tôt grâce à eux. Et puis ce fut Sartre, ce fut Octavio Paz. Mais ceux qui m'ont inspiré réellement, d'abord ce furent des poètes parce que j'ai commencé à écrire de la poésie. J'ai commencé avec de la poésie, je lisais Éluard, je lisais Octavio Paz et aussi des poètes haïtiens comme Yannick Jean et Georges Castrat. Et puis Gabriel Garcia Marquez, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à découvrir la littérature, à vraiment lire des romans qui étaient autre chose que des livres de la bibliothèque rose et des livres de la bibliothèque verte, ce fut Gabriel Garcia Marquez et les 100 ans de solitude, et ce fut aussi la prose du transsibérien. C'était comme une grande mode, comme on lisait tous de la littérature avec Philoctète, Fignolet et autres, on devait connaître la prose du transsibérien, et Blaise Cendrars a été pour moi un auteur de départ. Donc ce fut Cendrars, Marquez et Éluard. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'existait que ces gens-là comme vrais poètes, comme vrais écrivains. Et après, bien entendu, j'ai fait la connaissance d'autres écrivains haïtiens, d'autres auteurs étrangers, parce que jusqu'à présent, je lis beaucoup plus d'auteurs étrangers que d'auteurs haïtiens. C'est pas un choix voulu, mais en même temps, le choix est plus vaste de l'autre côté, c'est clair, même si nous avons une production littéraire conséquente. Et là, comme auteur haïtien, bien sûr, ce fut Marie Chauvet pour des raisons féminines et aussi pour des raisons de qualité de littérature. Et là, parmi les modernes, les femmes, c'est Annick Laens, c'est Evelyne Trouillot, c'est Kathleen Mars. Et les auteurs haïtiens, les hommes, je lis beaucoup de Castrat, tout ce qui sort de Castrat. Et bien sûr, je lis Jean-Euphel Milcé. Il y a un grand partage. Et comme je reçois énormément de livres de ceux qui paraissent, parce qu'il y en a beaucoup qui paraissent, des bons, des moins bons, des pas bons du tout. Donc, je lis énormément de littérature et tout ça se mélange. Et souvent, je suis contente, des fois, je ne suis pas contente. D'abord, je suis fondamentalement citadine et port-au-princienne. Et dans mon premier recueil déjà des marges à remplir, qui est sorti en 2004, je parle énormément des trottoirs, je parle énormément de la ville, et ce fut le cas dans le deuxième recueil. Et là aussi, dans mon récit, Le Testament des solitudes, je parle beaucoup de mon quartier, du quartier dans lequel j'ai grandi, qui était une sorte de bombe. On avait l'impression que ça pouvait sauter à n'importe quel moment. Il y avait beaucoup de déménagements, il y avait énormément de voisins, énormément de gens qui se chamaillaient, de femmes, et puis il y avait des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Donc je passe beaucoup de temps à parler de mon quartier, du quartier dans lequel j'ai grandi. Je parle énormément de la ville, parce que non seulement je suis quelqu'un qui préfère la ville à la campagne, donc je suis né à Port-au-Prince, j'aime Port-au-Prince et j'adore en parler. J'adore en parler avec toute cette diversité, les quartiers populaires, les quartiers résidentiels comme on les appelle ici, mais qui côtoient toujours un quartier populaire, qui côtoie énormément de gens pauvres, beaucoup de béton et beaucoup de maladresse dans les constructions. Mais n'empêche que la ville, c'est mon lieu. C'est la ville qui m'inspire. J'aime beaucoup être dans la ville, dans cette ville de blackout, dans cette ville toujours trop sale, dans cette ville de misère, mais que j'accepte, que j'aime malgré tout. Et je me plais à dire que moi, les villes qui me fascinent sont Port-au-Prince d'abord, New York, ensuite Paris. Donc c'est ça, j'aime énormément la ville et particulièrement Port-au-Prince avec tout ce qu'elle comporte de choses à revoir,
de trottoirs à faire, d'ordures à ramasser, de problèmes d'urbanisme et tout, mais c'est ma ville. Je me sens vraiment très bien dans Port-au-Prince. Je suis une vraie Port-au-Prinциenne. Les souvenirs d'école, je me rappelle que je pleurais, que je ne voulais pas rester à l'école. Alors là, je pleurais, c'était terrible. J'avais des crises à chaque fois que je devais aller à l'école. Et l'école à l'époque, c'était 2 fois par jour. Il fallait aller très tôt dans la journée et à midi ou à 11 h, on rentrait à la maison pour revenir vers 14 h. Alors je pleurais particulièrement dans l'après-midi et j'avais toujours l'impression d'être piqué par des fourmis. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une sensation? Est-ce qu'il y avait réellement des fourmis à l'école? Je ne sais pas, mais c'est un souvenir très très désagréable que je garde de l'école. Je devais avoir 5 ou 6 ans et puis je pleurais et puis je me salissais toujours avec l'encre parce qu'il y avait un encrier, il fallait tremper sa plume et je n'y arrivais jamais. Je ne suis jamais arrivé. Moi je pense que le stylo ça a été une véritable révolution parce que peut-être que je n'aurais jamais pu écrire avec l'encre. Là, il fallait tremper la plume, essayer d'écrire et je n'y arrivais pas. Une chose aussi que je me rappelle, c'est qu'on exigeait que chaque enfant ait un mouchoir à l'école. Il fallait avoir son mouchoir et quand on arrivait le matin, puis la maîtresse, elle regardait les ongles pour voir si tout était propre. Et là, à un certain moment, elle disait les mouchoirs. Et puis, il fallait que tout le monde agite son mouchoir. Sauf que moi, tous les jours, je perdais un mouchoir au grand désespoir de ma maman. Bon, elle les faisait elle-même parce qu'elle cousait, ma maman. Et elle les faisait elle-même, mais elle était toujours fâchée contre moi parce que je n'arrivais jamais à rentrer à la maison avec un mouchoir. Donc, je ne sais pas pourquoi, ce sont des souvenirs qui me restent, les fourmis, et puis l'encrier, et le mouchoir que je perdais inexorablement, fatalement tous les jours. Et un autre souvenir, c'est mon grand frère. On a 1 année et 9 jours de différence. Donc on allait à l'école ensemble, on était comme des jumeaux. Et je me rappelle qu'il avait beaucoup de mal à s'adapter à l'école et que mon père souvent le battait. Et moi, il ne pleurait pas, c'est moi qui pleurais. Donc c'est ces souvenirs-là que j'ai de mon enfance et aussi qu'on ne voulait pas trop que je sorte. Parce que mon grand frère, lui, il pouvait sortir, pas si grand que moi, pas plus... on n'a pas 3 ans, on a 1 année et 9 jours de différence. Il y a plein de choses qu'il pouvait faire. Aller jouer au ballon dans la rue, aller jouer au cerf-volant, aux billes, n'importe quoi. Et moi, je restais à la maison. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais même pas le droit de rester devant la barrière parce que les filles devaient rester à la maison. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a amené vers le livre. Et là, je commençais à lire. Je lisais n'importe quoi, je lisais tout. Et comme à la maison, il y avait des livres de comptabilité, des livres de droit, des dictionnaires, pas forcément de la lecture pour enfants, pas de lecture tout court. Et là, je lisais des livres, les anciens livres de classe de mon père qu'il avait fièrement gardés, et aussi les livres de ses sœurs. Et là, j'ai lu La Gare des Michards, j'ai lu le dictionnaire, j'ai lu des livres de droit civil, j'ai lu des livres de droit pénal, donc bon, jamais les livres de comptabilité, heureusement. Et je sais que c'est ça qui m'a amené à la lecture et c'est devenu au fil des jours, au fil des mois, une sorte de passion où je cherchais à lire, je lisais n'importe quoi, les vieux journaux, et parce que quand on allait au marché autrefois, quand ma maman allait au marché elle-même ou faisait faire son marché, pour le riz ou le pois, on mettait ça dans des sachets. Et c'est des sachets qui étaient fabriqués avec de la colle et des vieux journaux. Et là, j'étais très contente quand on vidait le petit sac de son riz, de son pois ou de son maïs, parce que j'avais un truc à lire. Il y avait le journal, on arrivait souvent à avoir un article en entier. Et là, je pouvais le lire. Donc, c'était formidable. Là, j'étais toujours à l'affût de la cuisine pour pouvoir récupérer le petit sachet là, pour pouvoir lire le journal
il y avait toujours un truc à lire, c'était formidable. Et ma mère aussi avait une jeune sœur qui lisait des romans photos. Mais à mon âge, je n'avais pas le droit aux romans photos, quoique il n'y avait pas grand-chose dedans, il n'y avait rien d'indécent, mais les romans photos, c'était pour les jeunes filles. Il fallait avoir 18 ans, 20 ans pour lire les romans photos. Et là, je les dérobais souvent et je les lisais très très vite. Là, quand les autres n'étaient pas là. Donc, ce qui fait que j'ai lu pas mal de romans photos dans ma vie. Et ces romans photos, on les appelait souvent des nous deux. C'était nous deux. Donc, c'était souvent en noir et blanc. Et puis après, ça a évolué. C'était en couleur. Mais je lisais des romans photos. Et là, mon frère, il est toujours là, mon frère, parce que on a grandi ensemble. Et là, on imaginait des tas de choses, on voulait laisser la maison, on voulait partir. Et comme mon père était détestable et détesté, donc on se disait une fois on va prendre nos affaires et puis on va partir, on va laisser la maison. Mais c'était aussi parce qu'on regardait beaucoup de films à la télévision, parce que c'est pas comme ici, c'est pas comme ailleurs dans les grandes villes où deux enfants peuvent faire du stop, etc. Donc ici, jusqu'à présent, les enfants subissent beaucoup les parents parce qu'il y a énormément de méchanceté qui sont faites aux enfants et là, ils ne peuvent pas réagir. Donc c'est un petit peu ça mon enfance, du moins c'est de ça que je me souviens. Donc les livres et tout. Et moi je me rappelle le premier gros livre que j'ai lu, je devais avoir peut-être 9 ans, je sais pas, et il manquait les 2 premières pages du livre. Donc j'ai commencé ce livre à la 3e page. Et je me rappelle, ce livre c'était un policier qui s'appelait Elle avait trop de mémoire. Je ne sais pas comment ça avait atterri à la maison, mais c'est un livre auquel il manquait les 2 premières pages. Et j'ai souvent fait cette expérience dans ma vie, comme l'accès au livre était plutôt compliqué. Et souvent, il m'est arrivé de trouver des livres auxquels il manquait les premières pages, donc que j'ai lu quand même. Donc maintenant, je ne ferai plus ça. Mais pour moi, ça reste un bon souvenir. Lire un livre commençant des fois à la 10e page. C'est pas pour une raison quelconque qu'il manque. Souvent parce que quelqu'un avait besoin de papier, il avait carrément enlevé les premières pages. Et là, vous trouvez le livre, 10e page, 20e page, peu importe, je lisais. C'est ça en gros, c'est ce dont je me souviens principalement de mon enfance que je qualifie souvent d'enfance difficile, d'enfance très difficile, parce que là, c'était vraiment... j'avais vraiment accès à très peu de choses. Bon, c'est vrai, on mangeait à la maison, on arrivait à manger, mais mes parents ne pensaient pas que c'était utile que l'on ait des livres à la maison. Et pour eux, il fallait seulement avoir les livres d'école dans lesquels on devait étudier. Et là, les leçons s'apprenaient par cœur. Je pense que ça existe encore ici, apprendre les leçons par cœur. On apprenait les leçons par cœur et le soir, avant d'aller dormir, mon père nous faisait réciter. Et là, il fallait pas rater un mot. Il fallait connaître toute la leçon. C'était l'histoire, la géographie, l'instruction civique de Madame Odette Fonbrun, de l'instruction civique et morale, les dictées, les devoirs d'arithmétique. Il fallait tout connaître, sinon on n'allait pas dormir. Et là, si pendant l'après-midi qu'on avait pour apprendre nos leçons, on n'arrivait pas à les maîtriser, à les connaître par cœur, peu importe, on allait au lit à minuit et il fallait se réveiller le lendemain matin à la même heure pour aller à l'école. Donc, c'est ça mon enfance, et c'est aussi une ville différente de celle que nous avons là maintenant aujourd'hui. C'était un Port-au-Prince très différent, un Port-au-Prince dans lequel les enfants allaient à l'école à pied. On était toute une bande, on allait à l'école à pied. À 5-6 ans, on allait à l'école à pied et l'école était relativement loin. Donc, mais on ne se souciait pas de kidnapping, c'était normal, naturel que tout le monde aille à l'école à pied. Et là, on rentrait à la maison, on ressortait, et c'était un Port-au-Prince assez propre. Je ne sais pas si le fait qu'il y ait
plus de presque 30 ans de cela que je suis je suis en train de rendre les choses plus belles. Mais je sais que je me rappelle d'un Port-au-Prince où il n'y avait pas d'ordures dans les rues, il y avait beaucoup moins de voitures, il y avait beaucoup moins de monde et où tous les enfants allaient à l'école à pied. Sauf les enfants très très privilégiés. Et là, on les déposait en voiture et là, tout le monde était étonné. Et ces enfants, on les regardait avec respect un peu aussi parce qu'ils venaient à l'école en voiture, mais c'était juste pour faire une différence entre eux et tout le monde. C'était des gosses de riches, mais sinon il n'y avait aucun souci de sécurité. Tout le monde venait à l'école à pied, c'était très bien, on était tous contents. Et là, on avait même pendant la fin de l'année, droit à des promenades sur le Champ de Mars. Et le carnaval qui commençait à 2 heures de l'après-midi, on allait voir passer les chars et ce sont des choses qui n'existent plus. Donc je suis une sorte d'ancienne port-au-princienne, des fois qui regrette un petit peu que cette ville est si mal changée, si mal évoluée. La DNL, c'est la Direction nationale du livre. C'est une institution d'État. C'est une institution publique qui a été créée en 2007 par décret et qui a commencé à opérer réellement en janvier 2007 avec très 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 peu de moyens. Je crois que l'État n'a pas encore pris la dimension du livre en général. Et là, mais c'est un bon départ. La DNL est chargée de la mise en œuvre d'une politique nationale du livre et de lecture publique. Donc la lecture publique est envisagée avec l'implantation de bibliothèques dans les communes reculées, dans les coins reculés du pays, avec des structures comportant une salle d'animation, une bibliothèque et peut-être dans le nouveau réseau que nous devons inaugurer à la fin de 2009, un cybercentre. Et la bibliothèque doit permettre aux jeunes, à tous les gens de la communauté de venir lire. Et la salle d'animation pour les représentations théâtrales, la diffusion de films et les réunions aussi. Parce que ces structures, souvent, sont les seules qui existent dans ces coins reculés. Donc, on en a 10 actuellement, que nous appelons les centres de lecture et d'animation culturelle. Et là, l'expérience est absolument extraordinaire parce que depuis 8 ans que ces centres sont implantés, on a réalisé que les résultats au niveau scolaire étaient meilleurs dans ces zones-là où les enfants ont accès aux livres. Et malheureusement, dans beaucoup trop de zones dans ce pays, il y a des gens de 20, de 30 ans qui n'ont jamais vu un livre de leur vie. Même s'ils ont été à l'école, ils n'ont jamais vu autre chose que leurs livres d'histoire, de géographie et autres. Et là, pendant l'année 2009, on va en implanter 12 autres, cette fois-ci dans le sud et dans le sud-est. Donc, et comme ça, pour permettre aux gens d'avoir accès aux livres, d'avoir accès aux moyens de communication en général. Mais aussi, la Direction nationale du livre est chargée de faire un cadre légal pour le livre en Haïti. Comment le livre doit circuler, comment les maisons d'édition doivent travailler et tout. Et aussi de faire des activités autour du livre qui inscrivent le livre dans le vécu des Haïtiens en général. Donc c'est ça que nous essayons de faire depuis 2 ans et nous y arrivons tant bien que mal. Bon, je dis ça parce qu'on n'a jamais été doté du budget qu'il faut pour pouvoir réellement remplir notre mission, pour pouvoir faire des activités autour du livre et faire ce cadre légal pour le livre et aussi la mise en réseau des différentes bibliothèques du pays. Parce que l'État a des bibliothèques certes, mais il y a aussi des organisations non gouvernementales qui ont des bibliothèques. Il y a des particuliers qui ont des bibliothèques qu'ils ouvrent au public. Donc, ce que nous devons faire, c'est mettre en réseau ces bibliothèques et proposer le cadre légal de fonctionnement de ces bibliothèques. Nous voulons faire ça pendant l'année 2009 parce que, apparemment, nous allons avoir un peu plus de budget pendant l'année 2009. Mais en attendant, nous faisons énormément de choses à la Direction nationale du livre et nous avons même pu, à la fin de l'année, faire une foire du livre
une foire du livre pour demander aux gens d'offrir des livres pendant l'année, pendant la fin de l'année, pendant la Noël, d'une façon d'inscrire le livre au centre des préoccupations, des cadeaux de fin d'année. Donc ça a bien marché et je pense que pendant ces 2 ans, nous avons pu au moins atteindre l'un des objectifs prioritaires pour nous, c'est de faire connaître aux gens ce que c'est que la Direction nationale du livre, quelle est sa mission et aussi de leur dire voilà ce que nous allons pouvoir faire, voilà ce que nous allons pouvoir offrir en termes de lecture publique et de livres, voilà comment nous allons permettre au marché du livre de se développer dans quelques années. Je pense que le message est passé, je pense que c'était important de faire ça, nous avons pu le faire et là cette année nous allons faire des choses beaucoup plus structurantes, déjà avec le nouveau réseau de 12 bibliothèques dans le sud, dans le sud-est et aussi la réhabilitation de l'ancien réseau qui a quand même 8 ans et qui commence vraiment à demander d'être réhabilité, d'autant que ces bibliothèques ont été faites souvent dans des maisons, des endroits pas très approprié pour une bibliothèque. C'est la commune, la mairie qui donnait le local et là on intervenait sur le bâtiment, mais de façon très sommaire pour faire une salle d'animation, une bibliothèque. Donc nous sommes en train de réhabiliter le réseau, l'ancien réseau et aussi de travailler pour que à la fin de l'année 2009 nous puissions avoir un nouveau réseau de 12 bibliothèques. Donc en gros c'est ça le travail de la DNL qui est devenu ces 2 dernières années, je l'espère, un petit peu aussi la maison des écrivains parce qu'ils y viennent et ils font leur vente signature là-bas. Donc c'est entré dans la vie de la communauté, c'est entré dans la vie des écrivains qu'Haïti maintenant est doté d'une direction nationale du livre et que le livre est devenu quelque chose de prioritaire pour l'État, pour le président de la République lui-même qui a demandé au président Diouf, qui est le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagne ce projet en Haïti, qu'il y ait dans chaque commune haïtienne un centre de lecture et d'animation culturelle. Donc ça va venir, on espère que dans les 5 prochaines années, nous aurons ce grand réseau de bibliothèques parce que aussi ce qui se passe, c'est que ce projet-là est implanté dans des pays du Proche-Orient et de l'Afrique. Et en Haïti aussi, comme seul pays de la Caraïbe. Et Haïti a eu des résultats qui dépassaient les attentes. Le nombre de fréquentations de ces centres, la gestion de ces centres, il s'est révélé que les centres haïtiens avaient des résultats plus intéressants, étaient beaucoup plus performants que ceux qui se trouvaient en Afrique et au Proche-Orient. Et au Proche-Orient et aussi dans l'océan Indien. Donc et voilà, c'est ce qui nous vaut, c'est ce qui nous vaudra donc les nouveaux réseaux, les nouveaux centres de lecture et d'animation culturelle. Je suis la toute première directrice générale de la Direction nationale du livre et j'ai un mandat de 5 ans renouvelable. Donc voilà. Mon dernier texte, le Testament des solitudes, c'est une sorte de dette que j'ai payée. C'est une sorte de dette que j'ai payée, je peux le dire comme ça, parce que j'ai vécu énormément d'événements. Et là, pendant longtemps, il m'a semblé que j'étais très très loin de ces choses-là, même si j'étais quelque part une actrice, même si j'étais en plein dedans, je les ai vécues dans une sorte de distance, et là, à un certain moment de ma vie, ces choses se sont imposées à moi. Ces choses se sont imposées à moi et il a fallu que je rende compte, il a fallu que je parle, il a fallu que je dise et que je me libère de toutes ces choses. C'est toute une histoire familiale et là, en revenant de Floride en 2001, après les attentats du 11 septembre, je revenais des funérailles d'une tante. Elle est décédée dans un accident de voiture en Floride. Et là,
je me suis rendu compte que que toute cette histoire, qui c'était un peu la conclusion, d'après moi, d'une histoire terrible, mais que je n'avais jamais pris le temps de regarder, jamais pris le temps de vivre même. Parce que j'étais toujours dans une sorte de distance, une sorte de, je sais pas, dans ma bulle. Et là, je me suis dit, cette histoire, elle est en train de me tarauder sans que je ne me rende compte. Il faut vraiment que je parle, il faut vraiment que je me libère. Et là, et c'était l'histoire de ma famille, mais c'est aussi l'histoire de la de beaucoup de gens dans ce pays. Des gens qui partent, des gens qui laissent le pays, mais parce qu'ils sont trop pauvres, parce qu'il n'y a pas moyen il y a pas moyen de vivre. On peut pas rester, ils peuvent pas rester sur cette île où ils vont crever, où ils crèvent tous les jours. Et là, je me suis rendu compte que finalement, euh, ces gens n'ont fait que choisir leur mort. Ne pas crever ici, mais aller crever là-bas. Et là, souvent, ils sont partis dans des embarcations de fortune ou avec un simple visa. Ils arrivent, ils décident de rester et ils font des petits boulots, des petits boulots au noir ou des boulots qui sont légaux aux États-Unis. Parce qu'il y a, quand on prend le cas de la Floride, où il y a énormément de champs de tomates, et énormément de boulots de champs d'oranges. Et là, il faut c'est des jobs que les Américains refusent. Donc là, il faut qu'il y ait des immigrés, il faut qu'il y ait des gens très pauvres pour travailler 16 à 18 heures dans ces champs et pour très peu d'argent. On n'a pas réellement besoin d'avoir des papiers, d'être régulier pour travailler dans ces champs. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ces gens, ils choisissaient pas leur vie, ils choisissaient leur mort. Et, et effectivement, il mourait. Et là, je revenais des funérailles de quelqu'un qui n'était autre que la jeune sœur de ma mère, qui était partie pour revenir et puis qui finalement a décidé que la misère de là-bas était une meilleure misère, était une misère beaucoup plus sympathique et une misère rémunérée comparativement à la misère d'ici qui est vraiment une misère brutale. Et là, elle a décidé de rester là-bas et a vécu quelque chose que j'ai regardé de loin comme une horreur jusqu'à ce qu'elle meure sur une route de Floride. Et là, j'ai décidé de raconter. J'ai décidé de raconter la vie de ces femmes qui étaient plus ou moins proches de moi et qui étaient nées à Gros-Marin, tout près de Cavaillon, dans le sud, qui avaient grandi, elles sont nées après la guerre, elles sont nées à la fin des années 40 ou même au milieu des années 40, et après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui d'une façon ou d'une autre avait affecté Haïti comme elle avait affecté le monde. Et là, ce sont des histoires aussi que j'écoutais quand j'étais toute jeune, mais auxquelles je ne faisais pas attention. Elle faisait des kilomètres à pied pour aller à l'école, et après il y avait les corvées, et qui avait décidé de rentrer à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, c'était encore un endroit où une capitale avec des espoirs d'une vie meilleure, des espoirs d'une vie différente, même si elle n'était pas meilleure. Et après Port-au-Prince, quand Port-au-Prince s'est révélé aussi un mouroir, un lieu de grande misère, elles ont regardé plus loin. Elles ont regardé vers la Floride, elles ont regardé vers New York, et là, elles ont trouvé le moyen de partir. Vous trouvez le moyen de partir, et là, quand on part d'ici, c'est un privilège, on est bien vu, mais quand on arrive là-bas et qu'on doit travailler 18 heures par jour, qu'on n'a pas de papier, qu'on doit vivre dans des conditions extrêmement précaires pour finir par mourir de maladie ou dans un accident quelconque, et là, en anonyme total, parce que on est ce qu'on est, un vulgaire immigré faisant des petits boulots. Et quand sa mère ou son père meurt en Haïti et qu'on ne peut même pas venir aux funérailles parce qu'on n'a tout simplement pas de papier, quand on n'a pas de papier, on ne voyage pas. Même si ça aurait été relativement facile de revenir à la maison, de revenir chez soi. Mais si vous revenez avec un passeport haïtien, vous rentrez chez vous, mais il n'y a aucun moyen de retourner là-bas.
Donc c'était des choix extrêmement héroïques. Donc quand moi j'ai regardé comment ces gens ont vécu leur vie, comment ils ont ils et elles ont accepté leur misère, et tout ça pour vivre, pour faire vivre des enfants, des parents en Haïti. Quand son enfant meurt et qu'on ne peut même pas venir aux funérailles, moi je trouve que c'est abominable. Et là, il a fallu que je raconte, il a fallu que je dise, il a fallu que je parle de cette misère, du choix de ces femmes, du choix de ces hommes. Donc j'ai décidé de raconter, et là j'ai raconté. Et là, comme je dis, j'ai rendu compte. Puis voilà, c'est cette histoire qui est une histoire à la fois personnelle et à la fois de beaucoup de gens de ce pays. Donc j'ai raconté, j'ai parlé de tout ça et c'est... Et puis voilà, on me dit souvent que c'est un livre très très dur, un livre très difficile, mais ce n'est rien d'autre que la vie des gens de ce pays, ce n'est rien d'autre que la misère des gens de ce pays, et ce n'est rien d'autre que ma vie, que la vie de mes proches, la vie d'un peu tout le monde, quoi. Mon prochain texte, c'est pour lequel j'ai trouvé le titre qui s'appelle L'exercice de la douleur. Puis finalement que je vais peut-être changer parce que les gens vont me dire que je parle trop de douleur ou de choses pas forcément gaies. Mais c'est un peu l'exercice de la douleur. Ce sera, ce sera encore histoire de raconter la vie d'une femme, d'un couple dans ce Port-au-Prince, avec ce quotidien qui reste le même, non, même pas, je ne peux même pas dire qu'il reste le même, de ce quotidien qui se dégrade et des rêves qui sont permis ici. Est-ce qu'on peut encore rêver dans ce désastre? Est-ce qu'on peut encore... qu'est-ce qu'on peut encore changer? Ça va être un petit peu ça, ça va tourner autour de ça. Donc j'ai commencé, j'espère finir en septembre. Du moins c'est ce que j'ai promis à mon éditeur. Et là je veux que ça soit une... En fait ce ne sera pas une histoire de mort, une histoire de vie difficile comme ce fut le cas dans le Testament des solitudes. Mais ça va être une histoire de vie simple. On va dire ça comme ça, de vie dans un pays que des gens, qu'un couple a décidé de ne pas laisser. Quand on décide de ne pas quitter ce pays, donc quel rêve peut-on avoir? Quel rêve peut-on avoir et comment et quelle vie peut-on se faire ici? Quels sont les rêves qui sont permis? C'est un petit peu un passage en revue du permis, un passage en revue des rêves et de la vie et aussi de la possibilité de vivre ici, de la possibilité de vivre tout court. L'insularité, insulaire. Moi, je ne pense pas à l'île. Je vis sans penser que je suis dans une île. Je vis tout court. Moi, j'ai laissé ce pays, j'avais 20 ans pour la première fois. J'ai quitté ce pays pour un autre, j'avais 20 ans. Donc, je ne vis pas avec l'idée que je suis sur une île. Tu vois, je vis souvent, il m'arrive d'y penser, surtout ces dernières années, parce que je sais que l'insularité, et c'est toujours par rapport à l'exil, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, beaucoup d'amis qui ont émigré le plus souvent au Québec. C'est dur d'être sur une île et de ne pas pouvoir partir, c'est clair. Mais moi, dans ma vie quotidienne, l'idée d'île est très loin de moi. Donc je ne pense pas forcément... parce que j'ai aussi vécu en Suisse, il n'y avait pas de différence... pour moi, il n'y avait aucune différence de vivre dans un pays totalement enclavé, parce que la Suisse est totalement enclavée avec des frontières, avec la France, l'Italie, etc. Mais je n'ai pas senti la différence que j'ai sentie entre ici et la Suisse, c'est parce que je ne me suis jamais senti chez moi en Suisse.
alors qu'ici c'est chez moi. Mais entre l'enclavement et l'insularité, je n'ai pas réellement senti de différence. La différence, c'était surtout les gens, la température, bien sûr, mais je ne vis pas ici avec l'idée que je suis dans une île. Je me questionne souvent, peut-être, euh, à savoir comment ce serait si si j'habitais dans un pays où il y avait une frontière, il y avait trois, quatre frontières avec d'autres pays. Si j'étais sur un continent, comment ça se passerait? Mais je ne vis pas avec l'idée que je suis une insulaire, que j'ai de l'eau à proximité partout et tout ça. Non, non. Moi, je suis une insulaire et qui ne pense pas à l'île. Voilà. Yeah.